Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h02, merci d'être avec nous. Allez, nous allons revenir sur revenir, vous allez comprendre pourquoi, sur la finale de dimanche, cette finale France-Argentine, finale de Coupe du Monde. Est-ce que la France peut être encore championne du monde? Oui, elle est en finale, elle peut. La question, d'abord, est-ce que c'est la bonne question? Non. Ce qui nous intéresse, c'est de réfléchir à ce match, de réfléchir à la manière dont on peut-être un peu sevrer Messi de ballon. Ça, nous allons voir comment on pourrait faire. Nous allons revenir sur cette finale avec les mêmes. Avec l'équipe que nous avions alignée le 18 novembre dernier. Le 18 novembre, c'était 2 jours avant le début de la Coupe du Monde. C'était un vendredi aussi, il y a 4 semaines maintenant. Un vendredi, et 4 semaines plus tard, nous sommes tous ensemble à nouveau. Qui est avec nous? Par ordre alphabétique, Chérif Guémour, qui est fondateur de SoFoot. Bonjour. Un des fondateurs de SoFoot. Merci d'être avec nous. Bonjour François Malardeau, l'ancien chef de presse de l'équipe de France, auteur de Nice Now aux éditions Les Arènes. Bonjour. François. Bonjour. Et puis Luc Sonor qui va arriver, qui est un peu en retard, ancien international, donc joueur de l'AS Monaco notamment. Enfin, vous connaissez tous Luc Sonor, évidemment. Bien, nous allons revenir sur cette Coupe du Monde, cette finale. D'abord, je vais être très clair. Vous voyez ce match. Comment le voyez-vous, ce match de dimanche? On va commencer avec François Malardeau. Je le vois comme une possibilité pour cette équipe de France de rentrer, d'accéder à une forme de postérité exceptionnelle pour notre football. Inouï, incroyable. On fait tous ici, parce qu'on a à peu près une génération et demie d'écart. On a tous connu l'époque de la traversée du désert, des vaches maigres. France-Bulgarie. Et je pense à tous ces jeunes qui se disent que 2 finales successives, c'est bien. Non, mais on s'en rend pas compte, c'est inouï. C'est inouï. Mais c'est réel. Bon, Luc Sonor est arrivé, il n'y a pas de souci. Alors, vous savez ce que nous allons faire? Nous allons d'abord, je vais faire le tour de table. Dites-moi, Chérif Guémour, comment voyez-vous cette finale dimanche? Déjà pour le prestige, comme disait François. Il y a la postérité, c'est une chose. Bon, d'accord. Bon, on a été champion du monde il y a 4 ans, on peut encore être champion du monde dimanche, mais bon. Après, il y a une dynamique Deschamps qui est incontestable, parce qu'il faut se projeter un peu sur le temps moyennement long, je dirais. Il y a un Euro, c'est final. Ensuite, il y a la Coupe du Monde, il y a la victoire en 2018. Il y a eu un couac d'un quart d'heure face à la Suisse à l'Euro, mais tout de suite après, la France gagne la Ligue des Nations. On l'oublie toujours, ça. C'est vrai, moi je l'oublie pas. C'est vrai. Contre l'Espagne et la Belgique, c'est le top en Europe. 2 grands matchs. Pardon? Avec 2 grands matchs. L'équipe de France est menée, c'est réagir. Et puis là, donc il y a une vraie dynamique, et cette dynamique, on la sent à travers tous les matchs de l'équipe de France lors de cette Coupe du Monde. C'est-à-dire que les Français ne sont plus une équipe en réaction, mais c'est une équipe qui prend le jeu d'abord à son compte. En général, c'est toujours l'équipe de France qui a marqué en premier. Et quand ils ont été remontés, ils ont eu toujours la force de revenir pour marquer le deuxième. Donc il y a une vraie dynamique sur le temps long et dans le jeu. Luc Sonor, vraie dynamique sur le temps long dans le jeu. Oui. Tout n'est pas parfait. Non. D'ailleurs, je suis pas. Moi, pour vous dire honnêtement, j'ai pas été totalement convaincu par l'équipe de France depuis cette Coupe du Monde. Oui. Parce qu'elle a montré. Alors certes, on a toujours eu la bonne idée de marquer assez vite. Oui. Qui nous a en quelque sorte sauvés. Ensuite, on s'est appuyé sur notre base défensive et puis un milieu de terrain en qui on ne croyait pas et qui est en train de démontrer qu'il y a des réelles qualités. Mais bon, je trouve qu'on passe, c'est très bien, on est en finale, mais sans véritablement briller. Sans briller, quoi. Non, sans briller. Bon. Mais je n'étais pas convaincu. Vous savez ce que nous allons faire, parce que c'est la même équipe que nous alignons, comme Deschamps. Moi, finalement, je suis aussi conservateur que Deschamps, qui a choisi son équipe. Pragmatique. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va écouter ce que nous disions il y a un mois, le 18 novembre, à propos de... Faisions quelques pronostics. Alors, écoutons. Allez. Qui sera champion du monde? Engagez-vous. Quelle est l'équipe? L'équipe qui aura le moins déclopé, évidemment. Alors j'espère que ce sera la France. Oula. Luc, après... Brésil, pour moi, sans aucun doute.
Argentine, France. Non, une seule, shérif, une seule. Ouais. Ça va nous faire un roman. Allez, une seule. Si Benzema est parfaitement rétabli, la France est championne du monde. Voilà. Eh ben moi je dirais le Portugal. Voilà. Argentine-France, ça c'est chez F. Guémour. Bravo. La France, c'est François Malardo. Luc, on n'est pas terrible. Non, pas du tout. Pas terrible. Brésil et Portugal, nous avons tout faux. Hein. Tant mieux. Tant mieux. Oui. C'est la beauté du journalisme, quelque part. Oui. Vous pouvez vous tromper. Mais évidemment qu'on se trompe. Avec un peu de chance, des fois, avoir raison. Alors, écoutons maintenant Luc Sonore sur un autre point. Écoutez. Il y a un garçon qu'on ne cite jamais, c'est Olivier Giroud quand même. Oui. Alors on s'inquiète par rapport à Mbappé, mais Olivier Giroud, avec ce qu'il a produit les derniers temps, qui lui a permis d'ailleurs d'être sélectionné, où il a fait très très mal en Italie, c'est pour ça que j'ai pas d'inquiétude particulière si Benzema joue ou ne joue pas. Évidemment que je voudrais qu'il joue, mais on a un garçon... Il est meilleur que Giroud. Il est meilleur que Giroud, bien sûr, différent. Pour moi. Mais il n'empêche qu'il y a un garçon comme Giroud qui est là. Voilà, Luc, vous aviez vu les choses. Ah oui, et là je suis content. Vous insistiez sur Giroud. Hein. Ouais, je suis content de ne m'être pas trompé. Effectivement, il a fait une super Coupe du Monde et j'espère qu'à la finale, il nous fera encore la gagner. Oui, c'est vrai. Sauf le dernier match où il était un peu moins là. Quoique, il frappe le poteau. Il a une autre occasion qui passe juste à côté. Il était quand même là pendant la première mi-temps. Il faut enchaîner les matchs. Il a 35 ans quand même. On ne peut pas trop lui demander. Oui. Et tu t'es pas trompé. Alors, il n'y a aucun Giroud sceptique, je pense, autour de cette table. Dieu sait s'il y en a eu, malheureusement. Oui, il y en a eu. Mais tu penses pas te tromper un tout petit peu, Luc, quand tu penses que cette équipe de France n'est pas emballante dans ce qu'elle affiche dans cette compétition? Parce que, honnêtement, que ce soit face au Danemark, face à l'Angleterre, même si le jeu n'est pas parfait, mais si le jeu était parfait, les Pays-Bas auraient été au moins une fois champions du monde. Quand même, ce qu'elle affiche de résilience, d'abnégation, de talent aussi, oui, forcément, ça fait quand même une belle équipe. Non, mais pour moi, c'est que je suis sévère, mais j'ai pas été séduit par le jeu. Non, mais sincèrement, je te le dis, c'est ne serait-ce que contre le Maroc. Non, mais bien sûr, on n'est pas nombreux à avoir été séduits face au Maroc. Okay. Non, mais c'est globalement, c'est normal. Mais il y a deux choses. La première, une équipe ne peut pas dominer une rencontre pendant 90 minutes. Toutes les équipes ont des temps faibles. Oui. Toutes les équipes, même la Grande Espagne de 2008, 2010, 2012, de temps en temps, elle était obligée de reculer. Et la deuxième chose, moi, je vois plutôt une gestion à l'allemande. C'est-à-dire que nous, on a connu le football allemand triomphant. Les Allemands, ils gagnaient jamais leur match 4-0. C'était toujours du 2-1. Ils souffraient. On avait toujours l'impression qu'on pouvait les battre. Mais ils avaient toujours le tueur. Un numéro 9, un Gerd Müller, un Bierhoff, tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, les Bierhoff, les Müller, c'est Griezmann, Mbappé et Giroud. Donc, je suis assez d'accord. On sait marquer quand il faut marquer. On est à l'allemande, là. Ouais. On est à l'allemande. Mais les Allemands souffraient. Ils ne gagnaient pas 4-0 leur match. À l'allemande ou à l'italienne. Oui. Mais j'ai l'impression, enfin, je ne sais pas si vous êtes comme moi, qu'il ne peut rien lui arriver à cette équipe. Je ne sais pas. C'est l'impression qu'elle donne. Oui, il ne peut rien y arriver à Didier Deschamps. Didier Deschamps. Ah bah tiens, à propos de Didier Deschamps, parce que pour moi l'équipe de France, quand on parle d'équipe de France, c'est Didier. Oui. Pour moi, c'est Didier Deschamps, c'est lui le constructeur, c'est lui qui a amené tout ça. Moi, je parle même plus d'équipe de France, je parle de Didier Deschamps. Eh bien, écoutez ce que disait justement à propos de Didier Deschamps Chérif Guémour. C'était il y a un mois. Didier Deschamps, c'est un entraîneur des opérations commando. Il n'est pas là pour faire du beau jeu, pour épater la galerie. Il est là pour rassembler un groupe d'hommes et de les mener au bout. Ça, il le fait bien. Voilà, ça, il le fait bien, bravo. Dont acte. Oui. Il le fait bien. C'est simple. Il a des schémas tactiques assez simples, finalement. Et il a des joueurs qui, je trouve, plus que jamais, appliquent les consignes. Sont des joueurs extrêmement disciplinés. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le schéma tactique, l'identité de jeu, on se rend compte qu'elle fonctionne parce que vous pouvez mettre n'importe qui, faire rentrer n'importe qui, et Dieu sait qu'on a eu des blessés, des suspects. Enfin bon, bref, beaucoup de joueurs absents. Chaque joueur qui rentre trouve sa place tout de suite dans le schéma de jeu. On va prendre Fofana. On avait des inquiétudes quand même parce que il n'a pas été. Il joue la demi-finale, il fait son match. C'est pas extraordinaire, il fait son match. Koundé fait ses matchs. C'est pas extraordinaire, il fait ses matchs. Il y a tous ces gens-là qui dépannent, qu'on a un peu déplacés d'un point de vue tactique. Ils arrivent finalement à trouver leur place et leur expression.
Oui. François Manardo, vous appelez 0826 300 300, venez vous mêler à notre conversation. François Manardo. Oui, alors Luc a été joueur et international. C'est pas forcément la tactique qui va faire gagner l'équipe. C'est la pédagogie de l'entraîneur à faire passer ce message tactique et que les joueurs soient réceptifs sans être pour autant disciplinés. Oui. Et c'est là un talent parmi les autres extraordinaire de Didier Deschamps, c'est-à-dire à faire passer ce message, à le faire comprendre, intégrer. Parfois, on le remarque quand on revoit un petit peu des extraits de matchs de l'équipe de France dans ce tournoi, qu'il réajuste tactiquement les positionnements de certains joueurs, parce que pendant 90 minutes, c'est difficile d'avoir toujours la même concentration, mais ce qui est fabuleux, c'est cette pédagogie, c'est cette capacité à rentrer dans la tête des joueurs, et de ces joueurs avec ces égos-là. François, je vais aller plus loin que toi. Moi, j'ai constaté une faillite chez les Hollandais. Pourtant, ils ont un bon manager. Le message ne passe plus. Le message ne passe plus. Oui, ils sont passés à deux doigts. Les Pays-Bas restent les Pays-Bas, je veux dire. Oui, bien sûr, il y a de très bons joueurs. Van Gaal, tu dis rentrer dans la tête des joueurs, comment ça s'appelle, être connecté avec les joueurs, leur perdant à un moment donné. Sinon, voilà, il faut qu'il y en ait. Non, mais ça passe avec Deschamps, ça passe moins bien avec Van Gaal. Van Gaal qui est immense. Mais Didier, il a cette qualité. Pourquoi ? Parce que Didier, c'est pas maintenant qu'il commence à gérer les joueurs. C'est un garçon qui a toujours été capitaine dans toutes les équipes où il est passé. En équipe de France, c'en était le capitaine. C'est lui déjà qui regroupait. En fait, je sais pas à toi que je vais apprendre ça, François. C'est lui qui rallie à chaque fois tout le monde. Et je dirais que il n'y a pas que Didier. Moi, il y a un garçon qu'on ne cite pas, mais que je voudrais vraiment associer, c'est Guy Stéphane. Bien sûr. Parce que Guy Stéphane, de Didier Deschamps, fait un travail aveugle. C'est incroyable ce qu'il réalise à l'intérieur du groupe. Les messages qu'il fait passer, c'est lui qui a qui fait remonter aussi. Mais oui, qui fait remonter. Donc, je crois qu'il y a une je sais pas. Il y a un groupe là qui pour moi est fabuleux. Quand j'entends dire qu'il faut que Didier Deschamps parte, non. Test après l'Euro, ça. Non. Le sujet de son avenir, Jean-Jacques, parce que c'est un sujet passionnant, je pense. Sur son avenir, sur l'avenir de Didier Deschamps. De Didier Deschamps, qui va être aussi l'avenir. Il n'y a que lui qui doit décider s'il part ou pas, pour moi, à mon sens. Mais c'est sûr que maintenant, il n'y a que lui qui décidera. C'était le contrat avec le match de dimanche. Il continue. Théoriquement, il continue. J'ai des doutes. C'est ce je veux dire, par rapport à Le Graët, par rapport à l'objectif qui lui était imparti, c'était le dernier carré. Non. Mais Le Graët a dit, si c'est le dernier carré, c'est Didier qui décide. Si c'est avant, c'est moi qui prends la main. Donc là, la décision, elle est à 100% dans la tête de Didier Deschamps. Absolument. Tout à fait. Moi, j'ai un avis si on aborde le sujet, parce que l'équipe de France, à partir du mois de mars 2023, va commencer la phase de qualification pour l'Euro 2024. Je pense que si on est champion du monde de nouveau, s'il est de nouveau champion du monde, et qu'il accède là à une espèce de postérité unique dans l'histoire du football, pas que français. Moi, je pense qu'il vaut mieux toujours accéder à la postérité quand on est à au sommet. Quand on y entre dans son vivant, il vaut mieux arrêter, faire autre chose. Mais il est très jeune encore, Didier Deschamps. Je crois qu'il a 54, 55 ans. 68. Il voudra de nouveau 54 ans, donc merci. Ouais. Il voudra de nouveau continuer cette carrière, au risque de s'exposer à ses critiques, parce que c'est inhérent au métier d'entraîneur ou sélectionneur avec une autre sélection, je n'imagine pas. Donc entraîneur, mais c'est un cas d'école. Mais même s'il n'est pas champion du monde. Un cas d'école de luxe. Oui. Bien, on va faire observer une petite pause et nous prenons Yannick qui nous appelle de Toulouse. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Si vous écoutiez les discussions pendant la pub entre Luc Sonor et François Manardo, Luc Sonor qui a joué contre des attaquants de grande classe et qui nous disait que l'équipe de France avait des attaquants de grande classe. On va prendre Yannick qui est à Toulouse. Bonjour Yannick. Votre fille, c'est votre fille qui est arbitre de football? Non, c'est moi. C'est vous. Alors moi, pour la petite histoire, j'ai 54 ans, donc mon papa était très impliqué dans le foot. J'habitais un tout petit village de la Haute-Garonne, Roquette, et mon papa était très impliqué. Il était aussi arbitre de football. Mon frère était joueur et arbitre de football, et j'ai moi-même été la première fille de Midi-Pyrénées arbitre de football quand j'avais 15 ans. Donc je vous laisse compter. J'ai 54 ans, c'est très longtemps. Mon fils a été aussi arbitre de football, voilà, et j'ai été aussi joueuse de foot. Voilà. Bon, vous y croyez dimanche? Bien sûr que j'y crois. Oui, nous aussi on y croit tous, mais parce que le mot, est-ce que vous y croyez? Oui, nous y croyons. Mais comment étayez-vous cette
cet optimisme? J'ai pas regardé les matchs à la télé, moi je les écoute à la radio. Oui. Donc voilà, j'ai pas de télé, donc c'est pour ça. Du coup, moi, d'après ce que je vois, les statistiques et tout ça, je pense qu'on peut le faire. Quand on regarde le match de l'Argentine contre la Croatie, c'est sûr que dès qu'ils vont avoir le ballon, il va falloir être heureux parce qu'ils ont que 39% de possession de ballon contre 61 pour la Croatie. Du coup, quand ils ont le ballon, ils sont réalistes et ils marquent, quoi. Donc il va falloir faire une pression énorme sur le porteur du ballon, ce qu'ils ont pu faire contre le Maroc. Griezmann, si vous ce que j'ai entendu à la radio et je l'ai vu comme ça, il était sur tous les porteurs de ballon, quoi. Donc oui, moi j'y crois, cette équipe elle a envie et je pense qu'on peut y aller et qu'on peut la ramener à la maison, cette coupe. Bon, eh ben merci à vous. Hein. Merci Yannick. C'est assez singulier. C'est singulier d'écouter à la radio et de ne pas regarder à la télé, mais pourquoi pas. Il y a plus d'émotion à la radio, attention. Tout à l'heure nous parlerons, pas tout de suite, mais nous parlerons de ceux qui ont boycotté, qui voulaient boycotter, puis qui finalement ont cédé. Et oui, il y en a beaucoup. D'après les sondages, 20% de ceux qui avaient annoncé le boycott et qui finalement sont venus regarder cette Coupe du Monde. Bon, on en parlera tout à l'heure. Je voudrais continuer sur ce match, sur l'équipe de France en elle-même, où je disais, j'ai l'impression qu'il ne peut rien lui arriver. Mais pourquoi a-t-on cette impression? C'est vrai qu'elle n'est pas exceptionnelle dans le jeu, mais est-ce qu'il y a une équipe exceptionnelle? D'ailleurs, il n'y a pas eu... c'est une très belle Coupe du Monde, mais je n'ai pas vu un match exceptionnel, moi. Pendant cette Coupe du Monde, même si j'ai adoré les matchs, j'ai pas vu une équipe exceptionnelle. Il y en a pas. Même l'Argentine, c'est pas exceptionnel, franchement. Non, parce qu'il y en a pas. Parce qu'à la base, les grandes Coupes du Monde, en général, on a souvent vu des grands joueurs, soit qui se révélaient, ou soit qui étaient... Là, les grands joueurs qu'on a, et on a en équipe de France les grands joueurs, mais par exemple, les grandes stars, elles sont vieillissantes. Oui. Je veux dire, Modric est extraordinaire, on l'adore, mais il est sur la fin de la pente. Pareil pour Cristiano Ronaldo. Neymar a dépassé la... Il y a Messi. Messi. Qui joue par intermittence, il est fabuleux, mais il joue par intermittence. Est-ce que... Voilà, mais Mbappé aussi joue par intermittence. Ouais, mais Mbappé, il est jeune, il est souriant, c'est pas la même chose. Est-ce que cette Coupe du Monde, on se posait la question avec des amis, cette Coupe du Monde, est-ce qu'elle leur a fait rêver des gamins aujourd'hui? Oui. On était partagés, on se disait oui quand même, on sait jamais, il y a peut-être des joueurs vraiment qui ont flashé sur, je sais pas, par exemple sur Bounou, le gardien du Maroc, on est jeune, et voilà, par exemple, très fort. Mais est-ce qu'on a vu Moi, c'est la Coupe du Monde, la Coupe du Monde de 2010, clairement, on a les Espagnols, on a des Allemands, on a des gens qui nous font rêver, des Hollandais qui nous font rêver. Pour arriver à avoir ces grands matchs de Coupe du Monde, il faut que l'histoire s'invite à ces matchs. Oui. Ouais. Et jusqu'à présent, dans cette édition, j'en ai vu pas mal, je les ai pas tous vus, mais j'en ai vu pas mal sur les 62 matchs. J'ai pas senti ce sens de l'histoire s'inviter. J'espère que ce sera le cas dimanche pour qu'on ait un scénario qui nous fasse sourire peut-être ou le Maroc souffrir. contre l'Espagne. Oui, mais le Maroc contre l'Espagne, c'est un match qui se finit par un nul, 0-0, une séance de tir au but. Ouais. Mais l'histoire doit s'inviter. C'est pour ça que le scénario de dimanche, il est hautement improbable, parce que les deux équipes ont leur histoire à écrire, puisque le champion aura une 3e étoile brodée sur le maillot. Oui, l'un des deux. Et puis, c'est surtout ce que le Qatar attendait aussi. Oui. Que de mieux qu'une finale Argentine. Messi d'un côté. Où je vais en venir. Argentine, France, vous avez Mbappé d'un côté et Messi de l'autre. Non, mais qu'est-ce que vous laissez entendre? Non, absolument rien. Non, je vous dis ça parce que je dis ça rien entendre. Je dis vrai que ça arrange tout le monde. C'est génial. Pour eux, c'est génial. Parce que les deux, ils sont Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, c'est le Qatar. France-Brésil, le Qatar qui organise la Coupe du Monde. Non, mais Maroc-Croatie, c'est pas la même chose. Idéal. Maroc-Croatie, c'est pas la même chose pour le Qatar. C'est moins sexy. Oui, c'est moins sexy. Attention, quand on regarde l'histoire des finales, bon, France-Croatie n'était pas une finale très sexy à l'aune mondial. Ça l'était pour nous, François, évidemment. Maintenant, QSI n'achète pas des joueurs en se disant qu'ils vont jouer à la finale de Coupe du Monde dans 4 ans. Sonore, 3 ans. Il n'y a pas d'arrière-pensée dans votre propos, Luc. Seulement, il y a eu des joueurs, plusieurs joueurs, je pense à Pep, le défenseur portugais, et d'autres qui disent l'arbitrage dans cette Coupe du Monde a fait que l'Argentine se qualifie à chaque fois. Sous-entendu, il y a une... il y a une certaine...
On va être clair. Mensuétude concernant l'équipe argentine. On va être clair, les autorités, la FIFA en l'occurrence, n'intervient pas auprès des arbitres pour dire on veut une finale France-Brésil. Voilà, faut être clair là-dessus. Deuxièmement, les arbitres corrompus, j'y crois pas, à moins de le prouver, parce qu'on s'est rendu compte que c'est passé en 2002 avec l'arbitre colombien, il me semble. Il y a eu des preuves de ça Il y a eu des preuves de ça sans preuve, c'est une rumeur, on est d'accord. Bah oui. C'est pas une information. Non, plus qu'une rumeur. Moins que des preuves, mais plus qu'une rumeur. S'il n'y a pas de preuves, c'est pas une info. Non, mais bon, a priori. Comment dire, corruption des arbitres, je crois pas. Par contre, inconsciemment, chez les arbitres, il y a une petite auto-influence. On n'arbitre pas on n'arbitre pas de la même façon le Real Madrid que l'Olympique Lyonnais. Il faut le savoir, c'est dans la tête des arbitres. C'est infinitésimal, mais ça joue. Alors, quand Monsieur Messi fait une main dans le rond central, comme ça, parce qu'il veut bloquer une action contre les Pays-Bas, il prend pas de jaune. C'est scandaleux. Et l'arbitre se dit, inconsciemment, c'est infinitésimal, c'est Monsieur Messi, donc je le sanctionne pas. Parce que c'est l'Argentine, c'est les grandes équipes. Donc oui, il y a petite influence quand même inconsciente. Bien, une chose rapidement, parce que j'ai bossé avec la FIFA pendant 12 ans, je travaille avec l'UEFA depuis 7 ans, je connais un peu. Et j'ai bossé avec la fédération pendant longtemps et avec les arbitres aussi. Tu as raison sur le fait que les arbitres qui ont été aussi des enfants, qui ont eu des passions de clubs, de sélections, de clubs, on va dire, c'est infinitésimal, ok ? T'as raison. Mais voilà, c'est juste infinitésimal. Ça va pas influencer sur le résultat final. Je rappelle que l'Arabie Saoudite a vaincu l'Argentine en phase de poule. L'Arabie Saoudite a de très très loin absolument pas le même pédigré que l'Argentine. Mais il faut être prudent par rapport à ce qu'on dit, parce que nos auditeurs peuvent penser que mais il y a du coup un trafic d'influence. On parle même pas de corruption, mais un trafic d'influence. Non, les arbitres, surtout à ce niveau-là, sur le dernier carré et la finale évidemment, ce sera le Polonais M. Marcignac qui est un Européen. Donc vous le connaissez, Marcignac, on l'a vu. Très bon arbitre. On l'a vu. France-Danemark, Argentine-Australie. Il officie en Ligue des Champions régulièrement. Après, il peut se planter, comme des joueurs se plantent dans leur match. Il peut se planter dimanche. Bien sûr. Dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Mais voilà, c'est infinitésimal, Chérif. Ça va pas plus loin. Il est 11h27. C'est ce que j'ai dit. Oui, mais tu dis que ça joue aussi, toi. Petite pause, 11h27, on parlait de Messi. Comment faire pour restreindre l'influence de Messi, limiter Luxonor. On met Luxonor sur Messi. Bon, il est 11h22. On le met dessus. Il en faut carrément dessus. Là, il va s'étouffer. D'accord. Allez, il est 11h28, vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h32. Nous avons nos invités avec nous, Chérif Guémour, cofondateur de SoFoot, François Manardo, ancien chef de presse de l'équipe de France, qui connaît parfaitement l'UEFA, la FIFA, les arcanes du football, l'arbitrage aussi, Luxonor, ancien international, que vous connaissez tous. Tiens, Luxonor, à propos d'internationaux, il y a des internationaux qui vont aller dimanche assister à la finale. Beaucoup d'internationaux français. Oui, je vais profiter de votre antenne. Je vous remercie pour remercier justement la Fédération française de football du geste qui a été fait, dans le sens où ils ont invité des internationaux, notamment les champions olympiques, les champions d'Europe, à travers le club des internationaux de football, pour aller assister à la finale de cette Coupe du Monde. J'ai trouvé ça merveilleux, c'est pour ça que je tenais vraiment à les remercier encore. Eh ben, je suis content de vous avoir donné la possibilité de le faire, Luxonor. Bien, parlons de Messi. Messi qui réussit une très belle Coupe du Monde. On l'attendait peut-être pas à ce niveau, quoique son début de saison avec le Paris Saint-Germain était bon. Mais maintenant, que faire ? Vous connaissez mieux le football que moi. Que faire pour limiter l'influence de Messi ? Rien. Luxonor, vous dites rien. Non, oui, parce que ce gars-là, c'est juste un extraterrestre. Oui. Et quel que soit ce que vous allez mettre en place pour le contenir, ça va vous poser des problèmes, parce que c'est pas un garçon qui va courir sans cesse, qui va chercher la place ouverte. Mais s'il marche la plupart du temps, si vous mettez un joueur en individuel sur Messi, par exemple, vous allez perdre un joueur. Ouais, oui. Parce que lui, il va marcher, mais à tout moment, il va trouver la petite étincelle pour pouvoir se démarquer. Donc, je crois que c'est un garçon qu'il faut vraiment surveiller, mais en zone, tout simplement. Oui. De bien prévenir les différentes zones quand il y met le pied pour savoir à quel moment elle va intervenir. Mais
Franchement, Messi, c'est compliqué. Arrêtez un joueur comme vous voyez Mbappé. Vous étiez défenseur. Quand on est face à un joueur comme ça, imprévisible. Moi, je l'intimiderais déjà. Il prendrait beaucoup de coups. L'arbitrage a changé depuis ton époque. Ah bon Oui, je l'intimiderais. Oui. Moi, j'ai eu à l'époque des garçons, peut-être pas aussi forts que Messi, mais un garçon moi, j'ai comme une question par rapport Waddle à Marseille. Oui, Waddle à Marseille. Lui, j'ai fait que ça. Oui. Et je l'intimidais comme ça, et le mec, il ratait son match, parce que moi, je mettais que des coups pour lui faire comprendre que je ne vais pas me faire ridiculiser. Ah bon, d'accord. Bon. J'avais une question par rapport à ce que tu disais quand tu as été joueur dans ta carrière. Alors, toute proportion gardée, parce que tu n'as pas eu dans ton club avec l'AS Monaco principalement un joueur du talent de Messi, mais tu as eu un joueur anglais fantastique, surdoué, qui était Glenn Hoddle, tu voyais à l'entraînement. Glenn Hoddle. Tu sais très bien que ce genre de joueur-là, si tu fais une individuelle, tu prends le risque à un moment donné. Alors tu sacrifies un joueur et en plus de ça, tu sais que ces joueurs, à un moment donné, vont passer. Parce que le meilleur joueur offensif par rapport au meilleur joueur défensif, à un moment donné, c'est le joueur offensif qui prend le dessus. Donc, quand tu fais cette zone dont tu parles, est-ce que c'est pas un peu comme, vous savez, comme avec un appareil photo, quand vous zoomez un petit peu l'appareil photo, ça va être une zone que tu rétrécis avec une espèce d'individuel à un moment donné, peut-être forcément que tu vas dans certaines zones de jeu. Oui, complètement. Certainement que tu vas en fonction de la zone où tu vas te placer, tu vas en déléguer un qui va s'en charger. C'est lui qui va s'en charger, mais il faut pas. C'est pas tellement l'important. C'est pas celui qui va marquer Messi. C'est ce qu'il y a autour, en fait. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'essayer de limiter les passes vers Messi. Chérif Guémour. Déjà, dans un premier temps, faut pas se focaliser sur l'adversaire et Messi en particulier. L'équipe de France, d'abord, doit jouer son jeu, marquer les buts comme elle l'a fait. Deuxièmement, si Messi doit marquer, il marquera. Oui. Tu l'as dit, Luc, c'est un extraterrestre. Ah oui. Moi-même, je suis bluffé. Moi, je ne le voyais pas à un tel niveau. À ce niveau. Même après le bon début du PSG, je me disais que physiquement et tout, c'est vrai que des fois, il disparaît du match parce que physiquement et tout, il ne peut plus faire ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire partir du milieu de terrain, dribbler tout le monde et la mettre au fond. Ça, il ne peut plus le faire. Mais il est capable de faire une passe décisive. Il est capable de nous mettre un coup franc au bout de 10 minutes, un coup franc en pleine lucarne. Là, il les a tous ratés, mais ça va bien finir par rentrer. Donc j'espère que ce ne sera pas contre Loris. Il a construit un but seul en demi-finale d'une Coupe du Monde, Déjà. 25 ans. Il a construit un but seul. Le troisième contre la Croatie, la passe décisive pour Alvarez. Voilà. Donc, s'il l'a fait, il peut le refaire. Si Messi doit marquer, il marquera. Alors j'ai été étonné. Le truc, il faudra marquer un but de plus. J'ai été étonné quand il se touchait l'intérieur avec ses limites, les adducteurs, le haut de la cuisse. Moi, j'ai vu une petite part de bluff. Vous pensez que c'est une bluff? C'est un bluff. Oui, bon. Non, c'est pas ça, c'est qu'il est resté jusqu'à la fin. S'il était sorti un quart d'heure par prévention, parce qu'il y avait quand même 3-0, on peut le faire sortir pour faire souffler. Or, il est resté jusqu'à la fin. Il est resté jusqu'à la fin. Exactement. Bon. À propos vous avez des infos sur la santé des joueurs de l'équipe de France? Non, aucun d'entre vous? Non, ça va ou quoi? Rabiot, est-ce qu'on récupère Rabiot? On le récupère ou pas? Vous savez ou pas? Je vais paraphraser Jean-Jacques Didier Deschamps dès mercredi soir. J'ai pas mal de vos confrères qui disaient qu'il était extrêmement optimiste, pour dimanche, pour récupérer un Rabiot qui a une laryngite, c'est ça, et un Upamecano qui était déjà un peu mieux. C'était une laryngite, Rabiot. D'accord. Upamecano s'est entraîné. Upamecano s'est entraîné. Mais est-ce que, alors tiens, Upamecano ou Konaté? Upamecano. Upamecano, a pris. Oui, un peu plus avec le match qu'il a fait, Konaté. Je l'ai trouvé extraordinaire. Moi, je partirais sur Konaté. Sincèrement. Vous partiriez sur Konaté. Upamecano, parce qu'il a du jeu long. C'est un petit truc en plus. Il a du jeu long, c'est vrai. Il a une meilleure relance. Mais défensivement, Konaté peut-être plus fort. Non, puis dans sa tête, dans la tête de tout le monde, et à commencer par Upamecano et Konaté, il y en a un, entre guillemets, qui se sent peut-être un peu plus légitime que l'autre, parce qu'il a joué plus de matchs, tout simplement. Upamecano. Upamecano, mais je suis pas sûr après qu'on va beaucoup défendre dans ce match. Je suis pas sûr qu'on va beaucoup défendre. Ça, vrai. On aura évidemment à défendre, mais je suis pas sûr qu'on va avoir. Qui aura la possession? La possession, ça veut plus rien dire. Ça veut pas dire grand-chose. Entre parenthèses, mais ça c'est très tactique et très technique pour ceux qui adorent le football, mais c'est pas un mondial pour les équipes qui ont de la possession, ce mondial. Ça veut plus rien dire du tout. C'est le cas de le dire. Maîtriser le ballon, ça veut plus rien dire du tout. Si vous le maîtrisez latéralement, ça vous sert pas à grand chose. Vous allez avoir 80% de possession. Dites-moi, le jeu espagnol était insupportable au bout d'un moment. Non, contre le Costa Rica, je les ai pas trouvés insupportables, moi, 7-0.
Non, ce qu'il a manqué aux Espagnols, c'est un tueur, un finisseur devant, ou en tout cas un attaquant avec un volume physique. Ils ont mis Morata quand même. Et quand il le mettait, c'était trop tard. Et Morata, c'est pas un tueur de surface. C'est pas un tueur de surface. C'est pas un déménageur de surface. Déjà, je trouve qu'ils ont un sélectionneur qui a rien compris. Déjà, je l'aime bien, mais il n'a absolument rien compris. Déjà, dès l'instant où il a fait sa sélection, il avait déjà perdu. Alors, il y a un autre point technique qui m'a beaucoup intéressé, c'est les remarques d'Arsène Wenger qui dit ce mondial est incroyable parce que pratiquement tous les buts, enfin beaucoup, viennent des ailes. C'est vrai, et c'est vrai, il y a peu de buts en dehors de la surface, il y a beaucoup de buts qui viennent des ailes. Et c'est vrai que les équipes, par exemple, il y a les équipes qui ont deux bons ailiers, parce que l'Espagne, c'est ce qui manquait un peu. Il n'y a pas de débordement. Passer souvent par le centre, avec des redoublements de passes, avec des 1-2, avec. Mais tout l'axe, les axes sont très bloqués. Ouais, tout l'axe est bouché. Il suffit de regarder le point fort du Maroc, c'était le secteur défensif et axial à la base, avec deux bons défenseurs centraux et puis un voire deux pivots, comme on dit. Amrabat en fait qui fait un peu le. Oui. Et on a ça aussi avec Tchouaméni. Hein, on est tous. Mais sur les côtés, c'est tout simplement. L'expression du football moderne, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir des ailiers, on a des latéraux qui montent et qui centrent. Enfin, pas Koundé chez nous, parce que c'est pas que les centres. C'est pas que les centres. Il y a beaucoup de centres. Les côtés sont les zones les moins congestionnées. L'axe est congestionné pour une bonne et simple raison, c'est que le but est dans l'axe, d'accord. Les côtés étant moins surpeuplés, si vous avez des joueurs qui ont une bonne qualité de centre, et puis surtout, et c'est le cas de l'équipe de France, avec Dembélé et Mbappé, qui ont cette capacité à éliminer en 1 contre 1, et ce que Wenger a souligné par ailleurs, vous apportez beaucoup plus de danger. Et donc, qualité de centre plus qualité à éliminer, vous avez fait quand même une belle part du boulot. Hein. Après, la messe n'est pas dite pour autant, mais... Non, mais avec les centres, c'est un jeu plus direct. Parce que les préparations longues, avec redoublement et tout, là, on va à l'essentiel. Sur les côtés, il y a beaucoup de centres. Hein. Ça rejoint ce qu'on disait. Moi, je trouve que la force de l'équipe de France, c'est l'équilibre. Oui. Voilà une équipe qui est... totalement, qui est terriblement équilibrée. C'est plus subtil. Chaque joueur est vraiment à son poste. C'est plus subtil. Sauf Griezmann qui est libre. Oui, mais justement, il est libre un peu de l'équipe, de par son intelligence. Son replacement défensif, je pense qu'il est quand même très très clair avec les consignes de Deschamps. Il fait ce qu'il veut. Quand cette équipe défend, elle se replie en 4-4-2, voire en 4-5-1. Et Griezmann, est-ce qu'il y a assez de superlatifs pour qualifier le jeu défensif et offensif depuis le début de la Coupe du Monde? Pour moi, oui. C'est la salle des machines, comme on dit. On l'a dit pendant une pub, et moi je l'ai dit, il faut me mettre dans chloroforme et mettre une cloche dessus. J'ai l'impression que Griezmann remplace Matuidi plus Pogba en même temps, quoi. Oui, j'aime bien dans son jeu. Non, mais il y a Rabiot qui fait un boulot absolument extraordinaire. Mais comment dire, on parle d'équilibre. Il y a deux choses. Il y a cette équipe de France, elle est en effet équilibrée. Mais elle risque aussi le déséquilibre. C'est une équipe qui prend le risque du déséquilibre. C'est-à-dire que... Quand elle perd le ballon. Quand elle perd le ballon, non, mais ça veut dire que qu'elle cherche à faire du jeu, qu'elle attaque quand elle attaque, et elle subit des temps faibles. Des temps faibles, ça veut dire qu'on a tenté, on a risqué le déséquilibre. Et c'est pour ça que ça paye. C'est que, voilà, quand l'équipe de France, elle a la force de pouvoir marquer le deuxième but contre l'Angleterre, elle a la force de pouvoir marquer le deuxième but contre le Danemark. Mais quand on reprend l'initiative, on risque le déséquilibre. C'est une équipe qui prend aussi des risques. Mais quand tu prends l'initiative, tu attaques, tu dois te déséquilibrer, puisqu'il est question d'apporter un surnom. C'est ce que je te dis. Mais je suis pas d'accord avec toi dans le sens où quand tu regardes les buts de l'équipe de France, à part celui encaissé face à la Tunisie, où il y a une perte haute du ballon, c'était pas un match. Non, je plaisante. Non, mais c'est un match, évidemment. Mais les passages à vide qu'on a tous constatés dans cette équipe de France, c'est des sautes de concentration, des coups de moins bien. Et là, il faut aussi louer un joueur dont on n'a absolument pas parlé, Jean-Jacques. C'est Hugo Lloris. Oui, c'est vrai. Un arrêt décisif par match. Comme en 2018. Oui, c'est vrai. Comme 2018. Il est énorme, alors qu'on avait tant de doutes. François, on avait des doutes. François, non, je les partageais pas. Non, j'avais pas. Ah bon, d'accord. Bon, mais j'avais lu, j'ai lu. Ah oui, on peut les lire. Oui, on peut les lire, mais c'est une chose, j'ai partagé. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on écrit. Ah là là, si on relisait, n'est-ce pas? Ah oui. Mais, comment dire quand l'équipe de France subit,
C'est contre le Maroc qui a décidé de jouer pour le tout, et c'est une équipe impressionnante. Et puis c'est l'Angleterre, c'est impressionnant. Évidemment que tu vas subir des mais temps t'es faibles. pas déséquilibré à ce moment-là. En fait, t'es replié, t'as un peu ton cul vissé sur ta chaise à 20 mètres de ton but. Ouais. Et là, oui, tu prends des vagues et tu prends ce risque qui a été payant pour l'Angleterre avec la faute sur Saka de Tchouaméni. Contre le Maroc, en revanche, c'est le premier clean sheet. Donc un match sans but de l'équipe de France. La fédération marocaine a déposé plainte auprès de la ça, FIFA. ça vaut rien du tout, ça. Ça vaut rien du tout parce que c'est une question d'interprétation, la VAR. En revanche, la plainte déposée par la France, c'était pour une vraie faute d'arbitrage par rapport au règlement. Contre la Tunisie. Oui. Exactement. Ça donne quoi, en fait, le but de Griezmann, non, ça a été... Elle a été rejetée. Rejeté. Non, mais les deux. Les deux. Oui, ça, je trouve ça un peu stupide. Un peu stupide. Bon, il est 11h44. Nous allons terminer sur l'aspect. Nous allons revenir sur effectivement tout ce qui a été dit avant et tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Vous allez comprendre. Tout de suite, 11h44. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Alors rappelons-nous, avant cette Coupe du Monde, ces grands débats autour du boycott, faut-il boycotter ou pas cette Coupe du Monde? Tiens, écoutons ce que disait il y a un mois, ici même, François Manardo. Moi, je trouve très bien l'initiative des Bleus telle qu'elle a été communiquée de soutenir des ONG. En revanche, la communication du capitaine de l'équipe de France, que je connais par ailleurs, Hugo Lloris, oui. Le capitaine, pas sa communication, je la trouve assez maladroite. C'est pourquoi maladroite? Parce que quand on est capitaine de l'équipe de France, on est dans un rôle qui dépasse votre engagement personnel, votre conception personnelle des choses. Ça vous donne pas le droit d'être faux cul en disant que vous défendez des valeurs qui ne sont pas les vôtres, mais de comprendre qu'il y a d'autres messages à faire passer que celui de votre opinion personnelle. Bon, vous rediriez la même chose aujourd'hui? Parce que ça traduit une action, alors que moi je trouve que le boycott est une action par défaut. Oui. Alors que quand vous êtes acteur et sur place, vous pouvez entrer dans l'action en disant je participe, mais je défends certaines valeurs. Ce qu'il fait d'ailleurs en Première Ligue avec son club de Tottenham. Donc il peut l'appliquer, et c'est pas très compliqué pour lui. Il peut l'appliquer. Parce que l'équipe de France a été sur ce terrain-là extrêmement. Elle a suivi les recommandations de son président. Oui, elle a suivi les recommandations du président Noël Le Graët. Vous le regrettez ou pas, Chérif Guémour? D'abord j'avais dit que chaque joueur en tant qu'individu, s'il ne s'en sent pas fort de porter des messages en public, s'il peut pas le faire, faut pas lui demander. Je reprends l'exemple de Zidane. Zidane ne voulait pas s'impliquer dans un discours politique. Il l'a dit lui-même, pas parce qu'il est faux cul, qu'il ne doit pas plaire à 50% de la population, c'est pas bon pour son business personnel. Non, il ne sait pas le faire. Il sait pas le faire. Donc si on ne sait pas faire, on ne fait pas. Et deuxièmement, je l'avais dit, s'il y avait des positions de principe à prendre, que ce soit au niveau de la fédération, de l'équipe de France, des joueurs, il fallait le faire avant. Voilà, on fait une déclaration commune. Je suis assez d'accord. Et une fois que c'est cadré, et une fois que la compétition commence, on reste dans le sport. Mais évidemment. Si on veut boycotter, on le fait avant. Si on décide de ne pas envoyer sa sélection nationale, on le fait avant. Si on a une déclaration de principe sur ce qui nous déplaît au niveau des droits de l'homme, au niveau de... quand on s'appelle dans un pays qui est le Qatar, donc on le fait avant. Tu blâmes les actions des Allemands, par exemple, qui se sont mis la main devant la bouche. Ils font ce qu'ils veulent. Non, mais est-ce que ton avis, mais évidemment, on fait tout ce qu'on veut, et on est là chez Jean-Jacques pour le démontrer, mais que ce soit les Danois, que ce soit les Néerlandais, les Allemands qui ont eu aussi cette initiative à l'occasion, après le rythme, que je crois contre leur premier match. Qu'est-ce que t'en penses? Bien, pas bien? Indépendamment qu'ils fassent ce qu'ils veulent, c'est tous des adultes, ils sont majeurs et vaccinés. Très bien, d'accord. Oui, et le boycott, parce qu'au début on parlait beaucoup de ce boycott, et je lisais un dernier sondage, 20% de ceux qui annonçaient le boycott finalement ont cédé et se sont mis à regarder cette Coupe du Monde. Il est tombé un peu à l'eau, ce boycott, quand on voit l'immense succès, je parle en France, parce que c'est pas toujours vrai ailleurs en Europe, mais quand on voit l'immense succès de cette Coupe du Monde en France, à la télé par exemple, non, mais c'était plus de 20 millions de téléspectateurs. Non, mais tout ça c'était prévu à partir du moment où l'équipe de France commence, mais c'est toujours comme ça de toute façon, dans tous les pays, quand la fièvre remonte à partir du moment où sa sélection monte. C'est comme l'idée de pas mal de maires, de municipalités d'avoir... c'est une bêtise ça, non? De ne pas... là, je parle de l'initiative qui a été prise pour pas retransmettre les matchs sur les grandes places publiques.
Que demande le peuple? Le peuple, il demande à participer à la fête. Exactement. Ça veut pas dire. C'est populaire le foot. Et ça veut pas dire qu'il approuve totalement ce qui se passe au Qatar. Une fois de plus, tout ça, ça se fait avant. Une fois que la compétition elle est lancée. Voilà, si les gens ont envie de se retrouver dans la rue, et les gens se retrouvent dans la rue, de toute façon, on l'a vu sur les Champs-Élysées, oui. On peut pas l'empêcher. Bah évidemment. On a peut-être un peu mélangé deux choses entre le boycott qui consiste à se voiler, à se cacher les yeux, et puis être sur place et mener une action. Oui, ça, c'est pas pareil. Ce sont deux choses différentes. Les gens qui ont décidé de ne pas y être, de ne rien écouter, de ne pas regarder, ça c'est un boycott pur et dur, et qui sont rattrapés 20%, dans les 20% de gens à peu près honnêtes. 20%, 1%. Oui, mais qui disent, il y en a peut-être 40. Qui disent, je pense qu'il y en a qui ne se l'admettent pas, hein, Jean-Jacques, mais je peux pas leur donner raison, ni leur donner tort. Absolument. Par contre, je comprends pas le boycott des gens qui ne regardent pas. C'est ça. Je veux dire, non, sincèrement, ça me fait rigoler, moi. Oui, je boycotte la Coupe du Monde. Ok, ça veut dire que tu n'y vas pas, que tu n'es pas au Qatar. Mais qu'est-ce qui t'empêche chez toi de regarder la télé? Si tu boycottes en ne mettant pas les pieds au Qatar. Mais tu boycottes pas en ne regardant pas la télé, en n'écoutant pas la radio. Non, mais ça, je trouve ça stupide. Ceux qui disent je boycotte, ce sont ceux qui n'aiment pas trop le foot et qui connaissent pas, qui ne regardent pas le foot. Après, c'est un moyen nouveau entre guillemets de militantisme qu'on voit un autre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont sincères et j'en connais qui n'ont rien regardé ou alors qu'on boycotte. Enfin bon, bref. Je voudrais, comme toi, je les blâme pas. Je voudrais louer le football, sport populaire s'il en est, malgré tous les excès, l'argent, tout ce qu'on veut. Ça reste un sport populaire. Je lis ce qu'écrit mon confrère Éric Le Boucher dans Les Échos ce matin. Le football, sport le plus populaire du monde, force le racisme à se taire, et c'est un sport sans classe sociale. Donc ça répond aux excès des extrêmes de tous les côtés. Certains très à gauche qui pensent que le football c'est un sport de riches et que c'est pas, et très à droite qui utilisent le football pour véhiculer des idées racistes. Franchement, vous êtes d'accord ou pas avec ça? Moi, je suis d'accord. Le sport, c'est d'abord des émotions. Ouais. C'est voilà. On va finir parce que par où j'avais commencé. C'est fait exprès. Les gamins rêvent. Les gamins, ils rêvent. Donc, voilà, on ne peut pas les priver de ce rêve-là. Après, il y a les à côté, on n'est pas naïf, on a nos opinions, ceci, cela. Est-ce que c'est un sujet politique, le football? C'est ça votre question? Oui, c'en est. Est-ce que c'est un sujet aujourd'hui politique? Qu'on le veuille ou non, oui. François. Mais c'est un sujet politique dans le bon sens du terme. C'est pas toujours un gros mot, le mot politique. C'est un sujet qui rassemble. Il rassemble Jean-Jacques Bourdin, qui est français. Moi, Malardo, je suis italien. Français d'origine antillaise pour Luc. Toi, même chose, d'origine algérienne, maghrébine. Donc, c'est ce football qui nous rassemble, et pas que nous quatre autour de la table, mais tous les Français, et on l'a constaté à l'occasion de la qualification du Maroc en demi-finale. C'est ça qui est fantastique, mais qui est, parce que c'est un sport qui est un peu un écueil, qui a parfois... qui est manipulé, qui est détourné. C'est ça dont le sport doit se méfier, qu'il y a quelques dérives, mais pas des dérives financières, vraiment sur l'aspect politique. L'aspect sociétal, c'est un sujet sensible dont les politiques s'emparent, on le sait, on est toujours témoin de ça, on le vivra peut-être dimanche si l'équipe de France gagne, vous verrez à quel point il y aura un silence de mort si l'équipe de France perd. Voilà, c'est comme ça, mais oui, c'est populaire, dans le bon sens du terme, et c'est politiquement populaire. C'est politiquement populaire. Mais oui. Et moi, je trouve que ça devrait permettre de dépasser tous les clivages. Mais bon, chez les gens raisonnables. Il faut y avoir un peu joué aussi. Hein. Comment ? Il faut y avoir un peu joué aussi. Il faut y avoir un peu joué. Oui. Parce que quand je vois beaucoup de réactions, excusez-moi, de la part des extrêmes dans ce pays, par rapport notamment à cette qualification du Maroc en demi-finale, je me dis, mais ils n'ont jamais mis les pieds dans un vestiaire, jamais senti l'odeur du gazon. Ouais, ce qu'est un vestiaire. Hein. C'est ça. Le partage. L'union dans un vestiaire, quelle que soit l'origine des joueurs. Les papas, et les résultats. Les papas qui emmènent les enfants, qui blindent la voiture de môme tous les dimanches matins. Tous les dimanches matins. Il y a des gens qui connaissent pas ça. Oui. Mais là, des deux bords, en gauche et droite. Hein. Oui, non, mais c'est vrai. Il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Vous êtes dirigeant d'un club, il faut le rappeler. Vous savez ce que c'est mieux que nous. Bien sûr. Merci, messieurs. Merci vraiment. Il est 11h57 et nous allons vivre ce match. Et lundi, j'espère que nous serons heureux comme tout. Cela dit, même si on perd,
C'est le jeu, c'est le foot. Hein. Ce n'est rien que du foot. Mais ça existe. Il est 11h57. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai.